Bonjour, je m'appelle Étienne. Je vous laisse ce petit mot car dans quelques minutes, je serai mort. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter. Il y a 2 mois de cela, j'ai décidé de prendre des vacances au Mexique, d'où je suis encore actuellement. Je n'avais pas vraiment prévu ces vacances, pas planifié de voyage particulier, pas d'hôtel, pas de trajet, pas de restaurant ni de destination. Je partais un petit peu comme à la Pékin Express. Je partais découvrir un nouveau pays que je ne connaissais pas, faire du touriste. Un soir, en pleine semaine, j'ai décidé de faire la route jusqu'à la prochaine ville, Toluca, à pied. Seulement le souci, c'est que je n'avais pas vu l'heure tardive qui arrivait et le trajet qui était beaucoup plus long que prévu. Passer la nuit dehors m'embêtait un petit peu, car pas spécialement peur de l'inconnu, mais les animaux sauvages, s'il y en avait dans le coin, ne me plaisaient pas beaucoup. En pleine montagne, je ne vois pas ce qui pouvait spécialement m'arriver, mais je me méfie quand même de l'inconnu. Donc, dans les alentours de 11h30, 11h45, je continue quand même à avancer, tendant le pouce à toutes les voitures qui passent, espérant qu'une s'arrête, voulant bien pouvoir prendre un pauvre petit Français perdu quelque part. Je continuai comme ça ma grande route jusqu'à 1 heure du matin, où étonnamment, un bus passa juste à côté de moi et vu mon pouce levé, s'arrêta. Bon, visiblement au Mexique, il n'y a pas spécialement besoin d'être à côté d'un arrêt pour que le bus s'arrête. Tant mieux pour moi, ma chance. Le bus s'arrêta, les portes s'ouvrirent et j'entrai tout normalement. Le chauffeur ne me dit rien du tout. Tant mieux, car de toute façon mon espagnol n'est pas très bon. Le passager non plus n'était pas très bavard. Je m'assiers à la seule place qui était, le bus redémarra, et personne ne dit quoi que ce soit de tout le long du trajet. Cela était limite mal à l'aise. Ils ne faisaient que regarder face à eux. Bon, de toute façon, il était tard, je n'avais pas spécialement l'intention d'entamer la conversation avec des inconnus. Après une bonne 30 minutes de trajet qui m'avait semblé interminable par le malaise qu'installaient tous ces passagers à regarder bêtement devant eux, le bus s'arrêta et quasiment mécaniquement, d'ailleurs je n'ai pas vraiment compris ce qui m'arriva à ce moment-là, je me leva de mon siège et je sortis du véhicule, sans vraiment vouloir le faire. Mais juste avant de sortir, je m'arrêtai au niveau du conducteur qui m'adressèrent enfin la parole pour la première fois. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait car comme je vous l'ai dit, mon espagnol n'était pas très bon. J'ai vite compris que je ne devais pas me retourner car sinon j'aurais eu du mal à quitter le bus ou quelque chose comme ça. Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Bon, dans un premier temps je descendis et j'attendais que le bus reparte. Mais malheureusement, comme tous les jeunes de mon âge, la curiosité était beaucoup plus forte et j'ai décidé de me retourner. Grossière erreur. Au lieu de voir le même bus que je vis tout à l'heure, à peu près joli, à peu près bien entretenu, je vis un bus complètement massacré, brûlé, plus rien ne devait fonctionner dessus. Et tous les passagers étaient collés à la vitre, me regardant avec des regards haineux. Toute la haine se voyait sur leur visage. Ils étaient tous soit brûlés ou soit en décomposition très avancée. Ils me regardaient, mais ils n'ont rien fait. Le bus est très lentement reparti, et c'est là que j'ai découvert que l'enfer existait réellement sur Terre. Devant ce spectacle macabre qui s'éloignait de plus en plus de moi, je ne sus quoi faire, mais je m'évanouir littéralement de terreur sur place. Le lendemain matin, je me réveillai chez quelqu'un qui m'avait ramassé sur la route et qui me demandait qu'est-ce que je faisais comme ça allongé par terre. Et je lui racontai toute la scène. Cet homme, bien sûr, ne me croyait absolument pas. Et j'avais beau essayer de lui expliquer que si, j'avais vu ce bus, mais si, j'avais vu tous ces passagers, mais non, rien à faire. Je repartis donc de chez lui quasiment aussitôt que j'étais réveillé. Ils m'offrirent au moins un petit déjeuner, juste pour dire, essayer de me rezenner, me remettre dans le bon sens, pensant que je devais avoir bu toute la nuit. Mais je continuais quand même à chercher des explications, demandant à par-ci par-là à des gens qui peut-être connaissaient l'histoire de ce bus. Certains oui le connaissaient et me donnèrent
tous la même explication. Ils me racontèrent l'histoire de ce bus qui, quelques années auparavant, était tombé dans un ravin et tous ses occupants étaient morts. Mais ce qui me préoccupait le plus dans leurs histoires, c'était que systématiquement, ceux qui se retournèrent mourirent quelque temps plus tard et allèrent rejoindre tous les passagers dans le bus pour un voyage éternel. Au début, je refusais de croire que tous les curieux finissaient tous par y passer. Je le refusais, car non, je ne voulais pas y passer non plus. Mais depuis la semaine dernière, j'ai réchappé de justesse à 3 accidents de la route qui ont manqué de m'être mortels. À chaque fois, c'était pareil. Le conducteur ne me voyait pas ou avait grillé le stop, et c'était juste un piéton à côté de moi qui m'attrapèrent et me sauvèrent la vie in extremis. Je sais que malheureusement cette chance va finir par tourner, et que oui, je vais finir par aller les rejoindre. J'avais pensé, oui, à rentrer en France, mais bon, pourquoi faire? Avoir un accident en plein air? Faire se scratcher un avion? Et causer la mort de plusieurs passagers en même temps que moi? Non, pas question. Mais alors, quoi faire d'autre? Rester aussi, au Mexique, et attendre que la mort frappe à ma porte? Pas question non plus. Si je dois quitter ce monde et aller les rejoindre, je le ferai moi-même. Vous voyez, ce qui est bien au Mexique, c'est qu'on peut se procurer vraiment n'importe quoi, y compris des armes à feu. Pendant que je vous écris ces dernières lignes, tout est prêt. Avant de partir, je vous dirai bien qu'il faut toujours faire attention, que la nuit, si vous voyez un bus, qu'il ne faut pas monter dedans, ou qu'il ne faut pas regarder derrière vous quand vous descendrez. Mais bon, pourquoi faire? Si vous tombez là-dessus, de toute façon, il y a des chances que vous ne comprenez même pas le français. Et puis, je suis quelqu'un de très sociable. Après tout, si vous voulez me rejoindre, allez-y. Plus on est de fous, plus on rit. Pour ma part, je passe devant dans le bus. Je vais m'asseoir au fond. Je vous garderai une petite place assise juste à côté de moi. Elle sera bien chaude et on passera l'éternité à raconter plein de bêtises ensemble. Allez, venez, ça sera super. Dans un pensionnat de filles où nous tairons le nom, un groupe de jeunes filles attendent impatiemment, comme chaque jour, la sonnerie de midi. Car pour elles, cette sonnerie signifie non pas aller déjeuner, mais plutôt à aller s'exercer à leur petit jeu favori. Un petit jeu tout simple, tout bête, qui consiste uniquement à se rendre aux toilettes du dernier étage et essayer d'y franchir la porte des WC tout au fond sans trébucher. Un exercice tout bête, vous me direz. Mais pour une raison qui échappe à tout le monde, tous ceux qui essayent ratent à chaque fois. À chaque coup, les filles essayent d'enjamber, de sauter, de courir, mais systématiquement, elles trébuchent sur rien, elles tombent et les autres se moquent d'elles. Des petits rires tout bêtes, rires bien méchants, des petites bêtises entre copines. Mais Margot, elle, reste à l'écart, elle ne joue pas. Pourquoi, me direz-vous? D'ailleurs, toutes ses amies lui demandent: pourquoi ne joues-tu pas? Mais elle ne répond pas, elle reste là, dans son coin, timide, triste, angoissée. Le jeu se termine toujours rapidement, 10 à 20 minutes, juste le temps de rigoler un petit peu, puis elles retournent leurs activités. Mais Margot, elle, ne jouera toujours pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni aucun autre jour. Vous vous direz peut-être que Margot n'est pas joueuse ou est extrêmement timide, mais elle, si elle pouvait parler, elle vous répondrait tout simplement qu'elle est la seule à voir cette horrible créature qui reste assis dans le bord des toilettes et qui s'amuse systématiquement à attraper les jambes des jeunes filles dès qu'elles passent devant elle. Et à chaque fois, elle pousse ce petit rire affreux quand elle voit la bande qui repart tranquillement sans se méfier de quoi que ce soit. Bonjour, je m'appelle Georges.
Je suis un chasseur professionnel. Aujourd'hui, j'étais parti pour ma plus grande chasse et ma plus grande merveille. Enfin, ce fut plutôt ma plus grande erreur. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une semaine de cela, j'ai été contacté par les habitants d'une petite commune dans les montagnes des Alpes. La grande majorité de ces habitants sont quasiment tous des éleveurs, de brebis, de vaches, enfin, tous les animaux que vous voyez dans la montagne. Mais depuis quelques jours, ils ont énormément de soucis avec ce qu'ils pensent être un loup ou un ours. Ils ne savent pas trop. Tous leurs troupeaux se font quasiment décimer par cette créature qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Les traces retrouvées sur les cadavres des animaux ne sont jamais très clairement identifiées. La police et la gendarmerie se passent mutuellement le dossier chacun à leur tour, disant à chaque fois qu'ils n'arrivent pas exactement à identifier ce que c'est, donc ils accusent un coup un loup, un coup ils accusent un ours, un coup ils accusent un vautour. Enfin, qu'est-ce qu'un vautour ferait? Enfin, ils essayent juste de trouver une explication. Ce qu'ils n'arrivent jamais à faire, mais ils essayent de rassurer la foule, comme d'habitude. Et c'est à ce moment que j'entre en scène. Ma grande réputation de chasseur s'est apparemment fait un nom dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. J'ai donc commencé mon investigation, comme j'aime bien l'appeler, car oui, pour moi la chasse ne se limite pas tout simplement à entrer dans les bois avec son fusil ou dans la montagne, pour la situation, et de tirer sur la première bête qu'on voit en espérant que c'était celle-ci. Non, pour moi la chasse est plutôt quelque chose de long, de fastidieux, d'encourageant, de motivant, j'ai envie de dire. Je cherche, je regarde, je relève les indices, comme un petit détective quand on y réfléchit. Je demande à certains témoins, à des éleveurs, qu'est-ce qui s'est passé, s'ils auraient vu ou entendu des choses, les habitants du village. En tout, comme ça, j'ai dû passer une bonne semaine à chercher la moindre petite information, le moindre petit truc qui pouvait m'aider à comprendre pourquoi cet animal s'en prenait autant au bétail. Voyez-vous, depuis mes longues années de chasseur, j'ai appris un truc sur les prédateurs. S'ils s'attaquent au bétail, ils sont soit désespérés ou soit très affamés. Beaucoup croient que ce sont que des animaux stupides, mais croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils se mettent en danger quand ils s'approchent de l'homme. Donc, j'ai soit affaire à un loup errant, chassé de sa meute, un vieux mâle solitaire, ou un ours qui essaye de faire sa loi, comme un petit jeune, vous voyez, un adolescent, je dirais. Il essaye, comme ça, de provoquer les éleveurs. Enfin, c'est ce que je pensais. Il y a 2 jours de ça, je suis arrivé à une petite ferme, gérée par un vieux couple de fermiers. Comme d'habitude, j'ai commencé à discuter un petit peu tout avec eux. La pluie et le beau temps, comment allaient les animaux autour de chez eux, vous voyez, pour m'être un petit peu à l'aise. Mais je suis quand même assez vite entré dans le vif du sujet. Je n'avais pas non plus tout mon temps. Ce couple m'a parlé d'un animal que j'avais entendu de nom, il y a bien longtemps de cela, comme n'importe qui d'autre, une simple légende qu'on a tous entendu parler autrefois. Ils m'ont parlé d'un animal qu'ils appelaient le dahu. Oui, c'est ça, le dahu. Vous devez peut-être le connaître. Cet animal qui ressemblerait à une chèvre des montagnes, qui aurait les pattes de droite ou de gauche, je ne sais plus, qui serait plus courte d'un côté, qui permettrait de l'aider à monter, comme ça, à gravir les montagnes. Quelle histoire complètement idiote, je me suis dit. Enfin, je n'allais quand même pas les contredire. J'ai donc continué ma conversation comme ça avec eux, une petite vingtaine de minutes, puis je suis reparti. En retournant à mon hôtel, j'ai relevé toutes les notes que j'avais prises ce jour-là de tous les habitants, et c'est en dernier que j'ai repensé justement à ce petit couple de vieux qui m'avait raconté cette histoire du Dahu. Quelle idiotie, je me suis dit, j'ai vraiment perdu mon temps avec eux. Mais enfin, de toute façon, il n'y avait plus rien à voir dans cette zone-là. Cela faisait déjà plusieurs jours que je restais à l'hôtel. Maintenant, il fallait passer à l'action. J'avais récolté suffisamment d'indices auprès de tous les habitants pour savoir plus ou moins où je devais chercher. Ma recherche se passera au milieu des Alpes. Non pas au sommet, mais beaucoup plus bas. Il y a comme une petite forêt. Je suppose, si un animal devait s'y cacher, ça serait là qu'il serait. En tout cas, tous les indices collent vers cette zone.
Pour y arriver, j'ai dû passer par plusieurs chemins très abrupts et très escarpés. Je pense donc que je n'aurai pas beaucoup de visites ces jours-là. Enfin, du moins, je l'espère. Je n'ai vraiment pas envie d'être dérangé durant ma chasse. Je suis arrivé là-bas milieu d'après-midi. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi. J'ai juste installé mon campement, posé une petite caméra ou deux pour surveiller les alentours, prendre des photos des animaux qui pourraient éventuellement y avoir. On ne sait jamais, je le filmerai pendant la nuit. Puis, je me suis reposé. La marche et la montée ont vraiment été trop fatigantes. Je ne chasserai pas ce soir. Je n'ai d'ailleurs pas attendu très longtemps pour découvrir ce que je cherchais. Mais dans le fond, je crois maintenant que je sais ce que c'est, que j'aurais préféré ne jamais le savoir. Le lendemain, à mon réveil, la première chose que j'ai faite, c'est justement aller récupérer tous mes pièges et vérifier si oui ou non j'avais une petite photo ou une petite vidéo durant la nuit, en croisant les doigts pour que j'arrive à choper au moins une petite image, un petit indice, quelque chose. Malheureusement pour moi, rien du tout. Bon, je m'y attendais de toute façon. On ne peut pas gagner à tous les coups malheureusement. J'ai donc passé la journée à me promener, à regarder, à observer, bref, une reconnaissance du terrain. J'ai remis tous les appareils photo et même j'en ai rajouté plusieurs, tous ceux que je n'avais pas eu le temps d'ailleurs d'installer durant la nuit précédente pour augmenter mes chances. Mais je peux vous garantir que ce jour-là, je n'étais vraiment pas serein. J'ai passé toute la journée à regarder derrière moi. J'avais l'impression qu'on me regardait, qu'on me suivait, qu'on m'observait de loin. Chaque petit grincement, chaque petit bruit, chaque craquement de branches derrière moi était à chaque fois quelque chose d'insupportable. Une fois, deux fois, trois fois, mais constamment, toute la journée, toutes les heures, chaque minute constamment. Cette chose voulait que je la voie. En tout cas, je savais qu'elle était là, c'était sûr. Je ne sais pas exactement ce que je recherche, mais je peux vous garantir qu'il sait être discret et il sait quand se faire remarquer. Je ne le vois pas, et c'est exactement ce qu'il veut. Mais il veut que je sache qu'il est là. Il va avoir une sacrée surprise, parce qu'il ne sait vraiment pas sur qui il a tombé. Enfin, ça aussi c'est ce que je me disais au début. J'étais trop confiant de moi, je pense. Beaucoup trop. L'expérience du chasseur. On baisse sa garde. On ne fait plus attention. La nuit tombée, je suis d'abord retourné à mon campement. Passer la journée dans les bois, ça creuse, il faut bien l'avouer. Donc j'en ai profité pour manger un morceau et après je suis reparti. Je pense que la créature m'a justement perdu de vue à ce moment-là. Elle ne voulait sûrement pas me suivre. Pourquoi, je ne sais pas. Elle était retournée à ses occupations. Maintenant, c'était mon tour de la rechercher. J'ai passé les 3 premières heures dans les bois à tourner en rond, à bien regarder chaque sentier bien méticuleusement pour être sûr de couvrir le plus possible de zones. C'est à peu près à 4 heures du matin que j'ai commencé à entendre un bruit très familier. Une chèvre des montagnes. Tiens, il se promène par ici? Bon, pourquoi pas. Elle a dû se perdre. Elle s'est arrêtée dans cette petite forêt. Remarquez, ça me tiendra compagnie au pire. Mais quasiment quelques instants après, j'ai entendu un autre cri. Ça, c'était pas une chèvre, je me suis dit. Une énorme montée d'angoisse m'a traversé le corps. J'ai pourtant tout chassé qu'il pouvait y avoir. Enfin, je pense avoir tout chassé ce qui était légal. Des lions, des hyènes, tout. Mais là, qu'est-ce que c'était que ça? Oui, je vous l'avoue, j'ai eu peur. Et j'ai d'abord pensé à faire demi-tour, à reprendre mes affaires et à partir. Mais je me suis souvenu que j'avais toujours eu cette sensation de peur énorme à chaque fois que j'entendais un nouveau prédateur. Et comme à chaque fois, j'ai réussi à surmonter et je suis parti dans cette direction. Enfin, ce qui me semblait être la direction d'où provenait le cri. Par chance pour moi, il retentit une troisième fois. J'avancai le plus lentement que possible. Sans faire le moindre bruit, je me dirigeai le plus lentement et discrètement que possible de la source du bruit. Il ne me semblait pas très loin, mais j'entendis encore une fois cette pauvre petite chèvre, qui devait s'avoir perdue. Et je pense que c'est la dernière fois que j'ai dû l'entendre. J'ai quasiment entendu le cri une quatrième fois, juste après. Je découvris une petite clairière
en plein milieu de la forêt. Et c'est là que j'entendis la chèvre. Mais malheureusement pour elle, quand je suis arrivé sur place, elle n'était plus là, enfin, plus entière. Et c'est là que je le vis, pour la première et la dernière fois de toute ma vie. Et je dois vous avouer que c'était déjà la fois de trop. Une grande créature, d'au moins 2 mètres. Elle était là, en plein milieu, en train de manger la chèvre. Cette ignoble créature, avec des cornes, d'ignobles crocs. Elle avait saisi la chèvre à la gorge, l'avait soulevée du sol et lui mangeait l'intérieur de l'estomac. Le sang, les tripes dégoulinaient par terre. Une odeur horrible se dégageait et je l'entendais manger lentement le pauvre animal qui devait déjà être mort. Je vous l'avoue, vraiment, j'ai eu très peur. Cet animal n'avait rien, mais rien du tout de commun. Cette créature ignoble était là en train de manger ce pauvre animal d'une façon que je n'arrive même pas à trouver mes mots, tellement que c'était atroce. J'ai déjà vu tant d'animaux manger, mais là, c'en était écœurant, c'était aussi horrible qu'elle. Je fis demi-tour aussi lentement et discrètement que possible, au pas de l'escargot. Je ne pouvais pas le décrocher des yeux. Je voulais courir, mais je savais que j'étais sur son terrain de chasse. S'il me remarquait, j'étais mort. J'ai donc continué à le regarder tout en faisant lentement marche arrière, pas après pas, jetant légèrement des petits coups d'œil juste à mes pieds pour être sûr de ne pas me faire repérer. Dès que je fus à bonne distance, enfin, ce qui me semblait être à bonne distance, je fis rapidement demi-tour et je courus, aussi vite que je pouvais. Dans ma fuite, je fus un raffut pas possible. C'était la première fois que j'étais aussi bruyant. Et je crois bien que la créature l'avait remarqué. J'entendis une nouvelle fois son cri. Il m'avait entendu. Je courus encore plus vite que je pouvais. Je me suis même d'ailleurs surpris de pouvoir courir aussi vite. L'instinct de survie est donc bien plus fort que je pouvais penser. La créature était derrière moi. Elle me suivait. Elle me collait. J'avais certes une bonne avance sur elle. Mais est-ce qu'elle courait vite? Est-ce qu'elle se déplaçait très rapidement et à l'aise dans la forêt? Je ne le savais absolument pas. Elle pouvait aussi bien me rattraper, comme elle pouvait aussi bien me perdre. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais rien d'elle. J'étais vraiment très mal à l'aise. Je suis en quelques instants passé du chasseur au chassé, et croyez-moi que cette sensation était extrêmement désagréable. J'ai couru pendant ce qui me semblait une éternité, avec une énorme angoisse. J'ai très souvent voulu me retourner. Au pire, j'étais armé. S'il était là, je tirais. Mais c'est encore pareil. Était-il résistant? Trop de questions étaient dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. J'ai donc continué à courir le plus vite que possible. J'ai abandonné mon matériel et j'ai couru à ma voiture. Mais malheureusement pour moi, ma voiture était garée à 4 bonnes heures de là, et repasser tous les sentiers battus et toutes les côtes que j'avais fait en courant était impossible. J'ai donc couru comme ça pendant une bonne heure. Je me suis arrêté, malheureusement pas de gré. Je n'avais absolument plus de force. Pourtant j'étais très endurant, j'étais un solide gaillard qui avait fait tous les parcours du combattant possible imaginable. Mais là j'en pouvais vraiment plus. Je me suis écroulé par terre, et par chance, il avait arrêté de me suivre. J'ai dû attendre 10 minutes, comme ça, pour reprendre mon souffle. Puis, dès que j'ai pu, j'ai recommencé ma course, jusqu'aux obstacles où il fallait prendre son temps pour descendre, sinon c'était la chute assurée. Je descendis de la montagne. Cela me prit beaucoup plus de temps qu'à l'aller. Je n'arrêtais pas de trembler. Beaucoup de mes membres étaient presque paralysés par la peur. J'ai même manqué de m'évanouir à plusieurs reprises. Mais au bout de 5 bonnes heures, ce qui m'a semblé des jours et des jours de marche, tellement que cela était horrible et abominable, je suis finalement arrivé à ma voiture et j'ai roulé le plus loin que possible. Je ne me suis même pas arrêté pour faire un plein d'essence. J'ai juste roulé en ligne droite, je ne pensais à rien du tout. Mais vraiment à rien. Cette nuit a été la plus atroce et la plus horrible de toute ma vie. Je me suis arrêté en panne d'essence, sur le bas-côté de la route. Ce n'est que quelques heures plus tard, lorsque j'ai totalement repris mes esprits, j'ai appelé une dépanneuse pour qu'elle vienne me chercher. Tout le long du trajet que je faisais avec le dépanneur, qui ne voulait absolument pas me parler parce que je l'avais dérangé durant son jour de congé, je ne pus m'empêcher de repenser à cette créature. Je la revoyais
exactement comme si que je la voyais maintenant tout de suite. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, le Dahu existe. Et non, il n'est vraiment pas comme la légende le raconte. Ce n'est pas une chèvre, c'est un mangeur de chèvres, ou même d'autres choses. S'il m'a poursuivi, c'est qu'il avait sûrement une bonne raison. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Les fermiers, ils se débrouilleront, mais plus jamais, je ne retournerai dans les Alpes. Je ne veux plus jamais revoir le Dahu, et qu'on ne me parle plus de sa chasse.